Vous êtes-vous déjà demandé comment une grappe de raisin parvient à se changer en cette pluie de bulles dorées qui éclate lorsque vous débouchez une bouteille de champagne? Ce pop inimitable, capable de sceller des triomphes sportifs, des demandes en mariage ou des révolutions intellectuelles dans les cafés parisiens, est le résultat d'une chorégraphie millimétrée qui se perfectionne depuis plus de 3 siècles. Pour l'apprécier à sa juste mesure, descendons ensemble dans le sous-sol calcaire de la Champagne et suivons, sans rien omettre, le parcours qui mène du vignoble à votre flûte. Dans la région de Champagne, la vendange est orchestrée comme un opéra. Chaque parcelle possède sa partition et chaque vigneron un sens aigu qui lui permet de reconnaître l'instant précis où le raisin atteint son point de grâce. 3 variétés entrent en scène. Le pinot noir, à la peau sombre et aux grappes serrées, apporte l'ossature tannique, des notes de framboise et de cassis, ainsi que cette puissance qui permet aux assemblages de vieillir sans perdre leur fraîcheur. Le pinot meunier, surnommé molinier en raison du duvet blanchâtre qui tapisse le revers de ses feuilles, exhale des arômes de prunes et de fleurs de pommier et confère de la souplesse quand l'année a été trop froide. Le chardonnay, blond comme le blé sous le soleil d'août, est chargé d'élégance. Il offre une acidité pétillante, des nuances d'agrumes et de fleurs blanches, ainsi qu'une vibration minérale rappelant la craie millénaire sur laquelle s'enracinent les ceps. Pour préserver la pureté, la vendange se fait à la main. Chaque sécateur ne coupe que les grappes saines. Celles abîmées sont écartées sur place. Les caisses ventilées sont remplies à moitié, afin que le poids même des raisins n'écrase pas les grains. Puis, avant que le coq ne chante, elles partent déjà vers la presse. Ici commence la course contre la montre. Bien que 2 tiers de l'assemblage soient constitués de raisins noirs, l'objectif est d'obtenir un vin clair et lumineux. Intervient alors la presse pneumatique, un cylindre horizontal muni d'une membrane de caoutchouc qui se gonfle et se dégonfle en douceur. Plutôt que d'écraser à l'aveugle, elle exerce des pressions graduelles. Elle libère d'abord le mou le plus délicat, le cuvée, cœur aromatique, puis, avec une pression croissante, extrait la taille, fraction moins fine que certaines maisons réservent à leur brut d'entrée de gamme. Tout se joue en moins de 3 heures. Si la peau des raisins noirs reste trop longtemps au contact, les anthocyanes migrent et colorent le jus. Le mousse ainsi recueilli est froid, trouble et chargé de sédiments microscopiques. Il est rafraîchi à 12 degrés Celsius et repose quelques heures en cuve pour que les particules lourdes retombent, dégorgement à froid. Ce n'est qu'ensuite qu'il traverse un filtre à plaques grossier et poursuit sa route, limpide, vers la première fermentation. Le mou clarifié est réparti entre des cuves inox thermorégulées et de vieilles barriques de chêne qui ont perdu de leur rigidité tannique mais conservent la magie de la micro-oxygénation. Chaque maison cultive sa propre philosophie. Ceux qui recherchent la pureté variétale privilégient l'inox. Ceux qui aspirent au premier souffle de brioche optent pour le bois. On y inocule des levures sélectionnées, où on stimule la flore indigène et l'on contrôle la température entre 16 et 18 degrés Celsius pour préserver les esters floraux. Pendant 10 jours, les levures consomment glucose et fructose, dégagent de la chaleur et du CO2, et produisent ce premier nectar éthéré à 11% vol. À leur terme, la plupart des vins de base subissent une fermentation malolactique. Les bactéries transforment l'acide malique, âpre et vert, en acide lactique, soyeux et rond, atténuant l'agressivité et offrant des notes de beurre frais. Un léger soutirage élimine les lies grossières, mais une fraction fine demeure pour enrichir le vin en protéines stables et complexité supplémentaire. Si tout le reste relève de la science, cette étape frôle la poésie. Le chef de cave prend place devant une rangée de verres numérotés. Alignés s'y trouvent les vins de la dernière récolte, des réserves d'1, 2 voire 10 ans, ainsi qu'un échantillon de chaque cépage et de chaque village. Au moyen de pipettes graduées, il prépare ses assemblages expérimentaux, note acidité, pH et potentiel de pression. Hume, recrache, mélange à nouveau. Sa mission, reproduire l'accent de la maison, ce profil identifiable à l'aveugle. Une année pluvieuse se corrige avec du chardonnay de réserve, un excès de soleil s'équilibre grâce à un pinot meunier mûr qui redonne de la vivacité. Pour un millésime, en revanche, aucune aide n'est tolérée. Tout provient d'une vendange exceptionnelle, embouteillée quasi pure sans réserve. Le vin assemblé est clarifié, abaissé à 4 degrés Celsius pour précipiter les bitartrates, puis filtré stérile avant le tirage. On ajoute le liqueur de tirage, 24 grammes par litre de saccharose dissous dans un vin mûr, ainsi qu'une souche de Saccharomyces baianus apte à travailler à basse température et sous haute pression. Chaque bouteille est remplie en laissant 2 cm de miroir.
fermé par un bidule plastique, sanglé d'une agrafe et couché horizontalement dans les caves à 11 à 12 degrés Celsius. Commence la prise de mousse. En 3 à 4 semaines, les levures consomment le sucre ajouté, générant 1,3% vol d'alcool supplémentaire et environ 6 atmosphères de pression, parfaitement emprisonnées par le verre. Le CO2 en solution gagne en complexité en formant des micro-agrégats autour des sels tartriques. Cette structure est déterminante pour la finesse de la bulle. Lorsque le sucre est épuisé, les levures meurent et se déposent sous forme de lit. Ce qui ressemble à un épilogue est en réalité un long repos fertile. Les membranes cellulaires se décomposent lentement dans un phénomène d'autolyse, libérant manoprotéines et acides aminés qui confèrent au vin une texture soyeuse et des arômes de pain toasté, de noisettes, de miel ou de nougat. La loi impose 15 mois d'élevage sur lys pour les champagnes sans année et 36 mois pour les millésimés. Mais certaines maisons de prestige patientent 60, 80, voire 120 mois. La combinaison d'obscurité, d'une humidité à 90% et d'une température constante de 11 degrés Celsius constitue un véritable spa de métamorphose. Toutes les quelques semaines, un opérateur éclaire sa lampe et effectue le remuage. Manuel, il fait tourner délicatement chaque bouteille, ou automatique, à l'aide d'un gyropalais qui manipule des milliers d'unités simultanément. L'inclinaison augmente progressivement jusqu'à ce que le goulot soit presque vertical, rassemblant toutes les lies au niveau du bouchon. Vient ensuite le dégorgement, moment clé pour éliminer la turbidité sans gaspiller une goutte d'or liquide. Le col de la bouteille est plongé dans une saumure à moins 20 degrés Celsius. Le bidule, les lies et quelques millilitres de vin gèlent. Au retrait de l'agrafe, la pression interne expulse la bouchée de glace, emportant avec elle les sédiments. Toute cette opération se joue en un clin d'œil soigneusement chronométré pour réduire au maximum la perte de gaz. Certaines maisons pratiquent le dégorgement à la volée, sans congélation, comptant sur l'habileté de l'opérateur pour doser précisément l'expulsion. La perte ainsi occasionnée est compensée par le liqueur d'expédition, secret jalousement gardé comme le carnet d'un parfumeur. Il associe généralement du vin vieux, pour la rondeur, de l'eau de vie de champagne, pour la structure, et une dose de sucre adaptée au style. Brut nature, 0 à 3 grammes par litre. Extra brut, 0 à 6 grammes par litre. Brut, inférieur ou égal à 12 grammes par litre. Extra sec, 12 à 20 grammes par litre. Sec, 17 à 35 grammes par litre. Demi-sec, 33 à 50 grammes par litre. Ou doux, plus de 50 grammes par litre. Les maisons les plus audacieuses revendiquent le brut nature, laissant la pureté s'exprimer, tandis que d'autres maintiennent le doux pour accompagner des desserts exotiques. Le liqueur est dosé avec la précision d'un horloger, puis un léger agité permet son homogénéisation avant la mise en place du bouchon définitif. Conçu à partir de disques de liège naturel agglomérés, ce bouchon est comprimé à 16 mm de diamètre avant insertion. À son expansion, il assure l'étanchéité, tandis que le muselet métallique empêche toute sortie prématurée. Le champagne requiert encore un ultime temps d'harmonie, plusieurs mois, parfois une année entière, de repos afin que le liqueur se mêle parfaitement au vin et que la bulle se domestique. La date de dégorgement est imprimée au dos de l'étiquette. Les passionnés comparent ainsi des bouteilles dégorgées en 2023 et 2025 pour percevoir des nuances de fraîcheur ou de maturité. C'est l'équivalent liquide d'un sablier qui s'écoule doucement. Vient enfin l'habillage. Le règlement impose d'indiquer la marque, la dénomination champagne, le dosage, le degré d'alcool, rarement au-delà de 12,5%, le volume, le producteur et la commune de production. Si le raisin provient exclusivement de crus classés Grand Cru, l'étiquette s'enorgueillit de ce statut. Si c'est un blanc de blanc, cette mention apparaîtra en caractères dorés. Et, pour un rosé d'assemblage, un discret saumonné soulignera la couleur à travers le verre. Les bouteilles sont rincées, séchées à l'air filtré, coiffées d'une capsule en étain ou en aluminium, puis conditionnées dans des caisses prêtes à partir vers les tables étoilées, les caves de Tokyo ou les petits bistrots de Reims. Un service de 100 ml fournit 70 à 90 kcal, une source modérée de plaisir face aux desserts plus caloriques. Pour préserver toute son énergie, le champagne doit reposer horizontalement à l'abri des vibrations et de la lumière, entre 10 et 12 degrés Celsius. Avant de le servir, on refroidit la bouteille dans un seau d'eau et de glace pendant 25 minutes. Un refroidissement à sec risquerait d'endommager le bouchon et d'altérer la pression interne. On prend la bouteille par la base, on la fait tourner doucement, sans bouger le bouchon, pour l'aider à se libérer dans un souffle à peine audible, préservant ainsi finesse et élégance. On sert dans une flûte pour une bulle persistante, dans une tulipe pour un équilibre aromatique, ou dans une coupe si l'on recherche un esprit rétro digne des années folles, qui libère rapidement l'écume et évoque les souvenirs des années 1920.
La minuscule bulle, née sur des points de nucléation invisibles, monte en collier et éclate, libérant des composés volatiles qui voyagent directement vers votre cavité olfactive. Imaginez désormais la prochaine fois que vous déboucherez une bouteille. Peut-être fêterez-vous un exploit que vous jugiez hors de portée, ou simplement un jeudi ordinaire que vous souhaitez rendre mémorable. Au premier verre, tentez d'identifier la texture crémeuse léguée par les levures après des années de sommeil. Recherchez l'acidité pétillante que le chardonnay a semée dans les sols calcaires.